Bonjour et merci pour la présentation. Merci à tous d'être là. Et on ne se refait pas parce que journaliste un jour, journaliste toujours. Donc bien sûr que c'est au titre de ma passion pour le mécénat et pour la philanthropie que je parle aujourd'hui, mais je parle aussi avec voilà, ce métier de journaliste que j'aime beaucoup, que je respecte. Et j'ai donc le plaisir de vous présenter 3 intervenants qui ont des choses à dire sur un sujet qui est vraiment d'actualité. Y a-t-il une invisibilité dans les médias pour une partie de la population ? Est-ce qu'on est proche de la caricature parfois? Et que peut-on faire? Quelles sont les solutions? À la fin de ce débat, nous prendrons quelques minutes, bien sûr, pour vous passer la parole, pour que vous puissiez intervenir. Mais aussi, nous avons une annonce à vous faire, puisque nous pensons qu'il y a, parmi les solutions, des guides que l'on pourrait proposer en co-construction aux rédactions, aux journalistes, aux médias. On a très envie de travailler avec eux et de leur proposer des listes d'experts qui ne sont pas forcément les experts qu'on voit toujours les mêmes, parfois même, dans les médias. Voilà, donc je vous fais un petit topo pour vous raconter un petit peu ce qui va se passer en une demi-heure chrono, ça va être très rapide. Je vous présente Abdelali El Badawi, qui est donc à la tête d'une ONG qui s'appelle Banlieue Santé, qui a beaucoup grandi pendant le Covid. Banlieue Santé est devenue ensuite Banlieue School, Banlieue Climat, etc. En tout cas, c'est un acteur de terrain, ancien infirmier, qui a non seulement des choses à dire, mais qui fait beaucoup. Il est dans l'action. Elsa Grangier, ancienne journaliste, qui est aujourd'hui déléguée générale de Ashoka, qui est donc, parmi ses sujets de réflexion, adepte des réflexions sur le changement systémique. Et puis Damien Baldien, ancien enseignant, qui est aujourd'hui le délégué général de la Fondation La France s'engage. Damien, je commence avec vous, puisque vous avez été professeur, notamment dans les quartiers. Est-ce que vous êtes bien placé pour nous dire qu'il y a une forme d'invisibilité pour certains dans les médias aujourd'hui ? Bonjour, bonjour Isabelle, bonjour à toutes et tous. Merci pour votre accueil. Alors, être enseignant dans les quartiers, on va peut-être un peu plus préciser, puisque quand on parle d'invisibilité, autant employer le mot, il s'agit d'invisibilité sociale. L'invisibilité sociale, qu'est-ce que c'est? C'est la relégation de certaines populations, reléguées du débat public, reléguées du jeu collectif, et qui donc subissent une invisibilité sociale. Et lorsque vous êtes enseignant dans les collèges et les lycées des quartiers populaires de la banlieue parisienne, dans ce qu'on appelle à l'époque les zones d'éducation prioritaire, les réseaux d'éducation prioritaire, eh bien vous rencontrez et vous vivez et vous voyez l'invisibilité sociale. L'invisibilité sociale que vous renvoient vos élèves, et notamment cette question d'invisibilité, c'est une fois encore ce sentiment de ne pas faire partie du jeu, le sentiment d'être exclu de la vie publique, d'être discriminé, d'être empêché, d'être mis à l'écart. Et d'abord, vous le ressentez parce que les élèves l'expriment. Il y a d'abord une invisibilité sociale à l'échelle même d'une salle de classe, d'un établissement. D'avoir le sentiment de ne pas être traité comme un jeune avec son identité, avec son caractère, mais comme un simple élève. Et parfois, eh bien, vous l'avez tous connu, ce sentiment d'injustice par rapport à une décision d'un enseignant, par rapport à une décision d'un établissement, et le fait de ne pas être traité en tant qu'individu, mais en tant que simple élève. Cette invisibilité, elle naît déjà dans cette salle de classe. Et puis, après, il y a évidemment ce que, notamment, lorsque vous faites de l'orientation, dans les classes de 3e, et puis après en première et en terminale, c'est celle de l'orientation. C'est celle de l'invisibilité qui prend la forme d'une non-réponse à un stage, d'une non-réponse à une inscription où il y a une demande d'information dans une formation de l'enseignement supérieur. C'est la non-réponse du CV envoyé, de la discrimination qui est fortement vécue dès ces années d'orientation, et j'en suis sûr que parmi vous, il y en a qui pourraient formidablement témoigner. Et puis ces jeunes, par ailleurs, non seulement ils vivent objectivement, et c'est bien dit par les sciences sociales, une invisibilité sociale, mais par ailleurs, il y a aussi un ressenti très fort de cette invisibilité qui s'exprime. Ça, c'est ce que dit très bien Rosan Vallon sur le ressentiment de l'exclusion sociale. Et puis, deuxième point terrible, c'est qu'en plus, ces jeunes font face à une visibilité négative.
c'est que non seulement il y a le sentiment d'être exclu de l'espace public, ou notamment de la vie politique, ou le fait de ne pas être représenté au sein de l'établissement, mais au sein de la vie politique, mais en plus d'être, et là notamment dans le champ politique, parce que pas que médiatique, mais dans le champ politique et médiatique, d'être en plus perçus comme des dangers pour la cohésion sociale. Ce sont les jeunes violents, ce sont ces quartiers qui menacent la République. Et donc, ce que je veux simplement témoigner, et après je m'arrête là, c'est cette dimension d'invisibilité sociale qui est en plus et complétée par une visibilité négative dans le champ politique et dans le champ médiatique. Merci Damien Baldin d'avoir au moins posé le débat avec beaucoup de clarté, de fermeté. C'est vrai que nous sommes tous les quatre des observateurs et les porte-voix de ceux qui sont un peu sans voix et qui nous font part de cette injustice que vous avez très bien résumée. Et pour poursuivre cette réflexion, Elsa Grangier, à la tête d'Ashoka, vous aussi, vous dites que vous observez le monde, mais les médias, ils observent aussi le monde, mais quel monde? C'est comme ça que vous posez la question. La première chose que j'ai envie de vous dire, c'est remercier de voir autant de personnes aussi sur ce sujet-là, qui nous occupent tous les jours. Et je suis très, très heureuse que vous soyez aussi nombreux. Et j'ai une toute petite question pour vous. Qui est étudiant en école de journalisme ici? Voilà. Et ça, je trouve ça merveilleux. C'est un très, très bon signal pour notre débat. Voilà. Donc, franchement, applaudissez-vous d'être là, parce que nous, ça nous... Parce que si on fait tout ça, c'est clairement pour transformer aussi les écoles de journalisme, mais on y reviendra certainement tout à l'heure, Isabelle. Alors là, c'est l'ancienne journaliste qui va vous parler. Évidemment que moi, j'aime profondément ce métier, et on est, comme vous le disiez très justement, journaliste un jour, journaliste toujours. Et je suis convaincue que notre rôle, c'est d'observer effectivement le monde. Reste à savoir quel angle de vue on prend et quel type de paire de lunettes on a décidé de choisir. J'ai eu l'immense bonheur, dans ma carrière de journaliste, de rencontrer Jean Daniel, qui est le fondateur du Nouvel Observateur, enfin de l'Obs maintenant, parce que ça a changé de nom évidemment, et qui m'a légué en héritage une phrase. Il m'a dit: vous savez Elsa, quand on est journaliste, il faut savoir penser contre soi. Et je pense que c'est fondamental aussi d'apprendre à penser contre soi, parce que la représentation qu'on envoie du monde quand on est journaliste, il n'y a pas d'objectivité en journalisme. On le sait, on peut s'accorder là-dessus. Forcément, quand on choisit son sujet, déjà, il y a une part de subjectivité. Et quand on sait ce qu'on veut montrer, déjà, on cherche mal. Parce qu'on est déjà anglais et on envoie une représentation du monde qui n'est pas la réalité. Et je pense que le rôle fondamental aujourd'hui, c'est de rééquilibrer ces mondes. C'est pas qu'il y a un monde utopique qu'on aimerait voir advenir, etc. Chez Ashoka, c'est une organisation qui travaille sur l'innovation sociale depuis près de 40 ans. Donc ça ne fait pas 2 jours qu'on est en train d'expliquer que le monde change et que c'est plutôt une bonne nouvelle, et qu'il y a des acteurs sur le terrain qui se mobilisent tous les jours, dont Abdelali fait partie, puisque tu as rejoint notre communauté il y a quelques semaines de cela. Et c'est fondamental aussi qu'on s'intéresse à la question des récits, et pas que des récits fictionnés. Parce qu'aujourd'hui, quand on parle des récits, on parle de films, on parle de séries, on parle de livres, on parle de littérature, de choses qui n'existent pas et qui devraient exister. Je prends un exemple tout bête pour vous aussi. Il y a un bouquin en 1975 qui est sorti qui s'appelle Ecotopia. Je vous invite à lire ce livre qui va vous expliquer dans quel monde nous aurions dû être, puisque c'est l'histoire de 3 États des États-Unis qui décident de faire sécession par rapport à l'ensemble des États-Unis et de vivre en autarcie complète dans un monde qui ressemble étrangement à celui que nous sommes en train d'appeler de nos voeux. Ce livre date de 1975. Donc déjà, cette question des récits invisibilisés nous empêche aussi d'aller vers des personnes qui peuvent être en capacité de changer viscéralement ce monde. Donc c'est pour ça que la question aussi des récits non fictionnée, elle est clé sur qu'est-ce que vous avez décidé, vous, en tant qu'étudiant en journaliste, d'aller chercher comme sujet, d'aller chercher comme personne à interroger, d'aller chercher comme niveau d'expertise. On est, je dirais, paralysé par nos biais cognitifs, et quand on est journaliste, avec l'économie capitalistique dans laquelle on se retrouve aussi, on veut aller très très vite. Donc souvent, comme on le disait, on appelle toujours les mêmes personnes, ce qu'on va appeler dans notre jargon des bons clients aussi, faut le dire, qui savent s'exprimer correctement, mais qui sont experts du chômage le lundi, experts de la diversité le mardi, experts de l'économie mondialisée le mercredi. Vous retrouvez toujours la même personne, parce que parfois on vous apprend que la qualité d'un bon expert terrain, c'est d'être disponible au moment où on l'appelle. Non, je ne crois pas. En revanche, moi je pense qu'il faut tu parlais tout à l'heure effectivement de ce guide éventuellement qu'on pourrait mettre en musique. Je pense que ce guide, il doit être à destination des journalistes, mais avec les journalistes, et être dans un mode coopératif pour savoir de quelles choses vous avez besoin pour qu'on vous fasse gagner du temps, pour faire en sorte que vous alliez cibler les bonnes personnes qui peuvent éclairer un sujet et raconter une histoire équilibrée, et pas une histoire que
catastrophiste aussi, parce qu'il y a énormément d'acteurs qui, tous les jours, nous montrent qu'on a des raisons d'espérer et qui nécessitent d'être mis en avant par justement cette belle profession qu'est le journalisme. Abdelali El Badaoui, là aussi, d'où on parle. Vous parlez au nom de certains quartiers. Je précise que quand même, quand on parle de quartiers, de zones d'éducation prioritaire, la ruralité est concernée, hein, notamment puisque vous travaillez, certains d'entre vous, avec Chemin d'avenir, avec Salomé Berliou. Qu'est-ce que vous observez sur le terrain et est-ce que vous aussi voudriez être le porte-voix de gens qui font des choses intéressantes, comme d'ailleurs la plupart des fellows Ashoka, comme on les appelle, ou ceux qui font de l'innovation sociale à la Fondation La France s'engage. Est-ce que vous pensez que ceux-là sont absolument invisibles dans les médias pour ce qui est des innovateurs sociaux, des acteurs de terrain, des acteurs du changement, mais est-ce qu'aussi vous êtes en contact avec des populations qui se disent, là aussi, absolument sans micro tendu vers elles? Merci, je remercie aussi, tout comme Elsa, mais aussi Damien, Média en scène, de nous inviter. Merci à Isabelle de nous avoir invités à ce moment. Je vais rappeler juste une définition. Banlieue, quartier, tout ce qu'on veut, banlieue qui veut dire lieu banni. Au XIVe siècle, les rois mettaient les personnes atteintes de lèpre, de peste, les indigents dans des lieux bannis. Et en fait, c'est de là que vient banlieue. Il ne vient pas des quartiers dans les années 80 où ça a été construit, mais il vient d'une histoire française qu'il faut prendre en compte et intégrer. Et je pense que vous, en tant que journaliste, vous planchez tous les jours sur l'histoire. Et c'est important de savoir d'où l'on vient pour pouvoir construire des projets, pas juste parce qu'on a envie de faire journalisme, mais qu'est-ce qui nous a amené à devenir journaliste. Et c'est important parce que vous, en tant que journaliste, vous avez une responsabilité. Tout comme nous, moi je suis infirmier, à la base, mon sujet, c'est de soigner des patients. Mais la réalité, c'est qu'en fait, on peut tous soigner de notre côté. Vous, en tant que journaliste, vous pouvez soigner l'image, vous pouvez soigner les sujets, vous pouvez amener des sujets qui portent vraiment un impact social et systémique pour embarquer aujourd'hui ce qu'on appelle les publics en angle mort. Les publics en angle mort qu'on connaît. En France, il y a près de 10 ans d'écart d'espérance de vie entre ouvriers et cadres sup. Et 10 ans, c'est pas rien. C'est 10 ans en moins à vivre avec sa famille. Et de ces chiffres-là, on constate qu'il faut proposer des solutions. Et alors, je ne me sens pas forcément le plus porte-voix de ces territoires, de cette France qui aujourd'hui a envie de s'élever et proposer des solutions, parce que moi, je me suis mis du côté de ceux et celles qui proposent des solutions d'un vécu, d'une injustice, mais aussi de ce qu'on voit au quotidien. Et ça, c'est essentiel, c'est que proposer des solutions, il faut les porter avec les gens qui aujourd'hui vivent ces inégalités sociales de manière globale, systémique. Et c'est pour ça que nous, on a voulu créer cette organisation, c'est aussi avoir une vision très holistique qui prend en compte tous les déterminants sociaux de santé. Le bien manger, le sport, le logement, l'éducation, la culture sont des déterminants sociaux de santé qu'il faut intégrer. Et vous êtes les porte-voix de ces solutions, en réalité. Et sans vous, nous, on ne peut pas aussi engager un travail puissant pour changer les choses de manière positive. Alors pour revenir à la question d'Isabelle qui était est-ce que je me sens porte-voix, est-ce qu'il faut aussi engager tout un travail pour faire en sorte de visibiliser celles et ceux qui font sur le terrain? Oui, il faut visibiliser l'angle mort de celles et ceux qui font. Ce qu'on appelle, nous, affectueusement dans notre organisation, le plancton. C'est 80% de la biodiversité de la mer. Sans le plancton, la baleine ne fonctionne plus. Le corail ne fonctionne plus. Et donc c'est cet écosystème qu'il faut mettre en avant et c'est ce que vous avez, vous, dans votre interne, dans votre cœur, qu'il faut aussi amener à visibiliser, c'est-à-dire celles et ceux qui changent la donne de manière positive et les amener à accélérer pour transformer cette question sociale, sociétale, environnementale que notre monde se questionne ces dernières années. Et qu'est-ce qu'on va laisser à nos enfants? Est-ce que c'est des moyens matériels ou est-ce que c'est des moyens immatériels? Et en réalité, vous, là, les journalistes, vous avez cette clé de pouvoir nous transmettre et de pouvoir faire en sorte d'être les porte-voix de ce moyen immatériel qui préexiste, parce que c'est ce qui nous tient chaque matin quand on se lève et quand on dort le soir. Grâce à vous, on comprend déjà un petit peu mieux qui se sent invisible et pourquoi. Mais j'ai envie de vous demander maintenant, pourquoi être visible? J'ai un peu entendu par Damien Baldin que c'était quand même pour avoir de la reconnaissance. Je vais faire comme mes copains, hein. Moi aussi je vais vous inviter, jeunes étudiants journalistes, à lire des livres et des rapports. Il y a un très beau rapport sur la reconnaissance écrit par Rachid Benzine que vous pouvez trouver, voilà, vous me faites Rachid Benzine, reconnaissance, vous allez le trouver sur Internet. Donc du coup je comprends un petit peu mieux en lisant cela pourquoi on peut être visible. Il y aurait peut-être aussi d'autres raisons qu'on pourrait surligner et profiter de ce débat pour le faire. Elsa ou Abdelali, à quoi ça sert d'être visible? Ça fait levier peut-être?
clairement, ça fait levier, ça révèle la capacité d'agir d'autres, ça permet de montrer une réalité de mise en mouvement, de mise en action, de pratique, d'apprentissage aussi pour régler des problèmes majeurs de société. Ça fournit de l'espoir, ça nous rend co-responsables aussi d'une nouvelle représentation du monde, en tout cas d'une représentation équilibrée. Et puis surtout, ça a une formidable capacité, comme vous le disiez, d'entraînement pour le reste de la société. Et puis ça donne ces fameux rôles modèles aussi pour les jeunes générations. C'est pour ça, mais les choses ne peuvent pas se faire de manière silotée, c'est-à-dire c'est pas la mise en avant de telle personne, c'est aussi ce que tu disais, Abdelali, est très juste, c'est-à-dire qu'il y a une co-responsabilité à donner à voir sur cette représentation du monde, comme il y a une co-responsabilité à donner à voir sur une représentation du monde qui est quand même extrêmement pessimiste aussi aujourd'hui. Mais ça marche des deux côtés, c'est-à-dire qu'il n'y a pas, je voudrais être claire aussi là-dessus, hein, l'objectif n'est pas de blâmer le monde journalistique en disant bah voilà, on se lève le matin, on arrête la radio parce qu'en fait on n'en peut plus de ces nouvelles, etc. Et finalement on s'aperçoit que sur d'autres médias il y a d'autres choses. C'est pas ça, c'est qu'il y a aussi une volonté de notre part, nous, auditeurs, à aller chercher ces représentations du monde-là parce qu'on y est complètement habitué. C'est une espèce de réflexe. Donc en tout cas, l'objectif pour les rendre visibles, c'est de créer cette capacité d'entraînement pour le monde entier et qu'on bouge tous ensemble. Et c'est bien de le souligner, de ne pas dire que c'est la recherche du fameux journalisme de solutions, encore que, mais ça serait plutôt proposer des solutions pour les journalistes. Abdelali, peut-être une réaction sur l'idée de à quoi ça sert d'être visible? Oui, une réaction rapide. 2020, tout le monde s'est levé un matin en se disant « Purée, qu'est-ce qui se passe ? Comment on agit ? Comment on réagit ?» En réalité, moi, ce que j'ai vu, c'est des habitants et des habitantes qui se sont mobilisés, ce qu'on appelle les amortisseurs du quotidien, qui ont été au plus près des habitants, qui ont toqué aux portes, qui ont fait vraiment ce travail d'aller chercher la proximité de la proximité des gens isolés, qu'il y avait des gens qui n'avaient pas mangé pendant plusieurs jours, il y avait des personnes âgées qui n'avaient pas eu de visite. Et on a eu des habitants et des habitantes qui sont des quartiers populaires, mais pas que, qui se sont mobilisés pour aller chercher ces habitants. Et moi, c'est ça que moi, je vais chercher, et c'est ça qu'il faut visibiliser, et c'est ce qui a fonctionné. Et donc, c'est ça qu'il faut transformer et accélérer pour permettre, finalement, de revenir à l'essentiel qui est, en fait, prenons le temps d'aller chez les gens, prenons le temps de visiter ces personnes qui s'engagent au quotidien pour chaque jour faire en sorte de transformer les choses. Et parce que si vous ne le faites pas, qui le fera ? Et puis, on pourra peut-être échanger tout à l'heure avec les apprentis journalistes ou les citoyens qui sont, et citoyennes qui sont dans cette assemblée pour voir justement si cette notion de proximité, de terrain, elle est suffisamment visible dans les médias, mais dans des rédactions qui parfois n'ont pas les moyens aussi ou pas le temps ni l'argent d'aller sur le terrain. Un dernier mot peut-être, Damien Baldin, et puis après on passe la parole dans la salle. Oui, je trouve qu'il y a eu depuis quelques jours un phénomène extrêmement intéressant d'invisibilité sociale dans les médias. C'est ce qui s'est passé entre, je ne suis pas tellement, mais ce qui s'est passé entre Louis Boyard et Cyril Hanouna. Un déversoir d'articles, de posts. Mais qui a parlé des paysans camerounais qui étaient la cause du dérapage lors de l'émission ? Dans ce qui s'est passé, hein, quand le début de l'énervement de Cyril Hanouna, elle est à partir d'une phrase de Louis Boyard sur des paysans camerounais qui portent des revendications contre une entreprise filiale de Bolloré. C'est ça qui a provoqué l'énervement sur le plateau, la polémique. Quelle est la répartition dans le traitement médiatique, mais aussi des personnes et des responsables politiques, de droite comme de gauche? On a beaucoup parlé de Louis Boyard, de Cyril Hanouna, mais qui a parlé de ceux qui sont à l'origine de cette dérive médiatique des paysans camerounais? Mediapart a fait un article sur le sujet, vous avez raison, mais et France Culture aussi, mais en tout cas, je trouve qu'il y a eu une disproportion entre ce qui s'est passé médiatiquement et le sujet de ces paysans camerounais. Si on interroge les gens dans la rue sur cet événement-là, ils seront incapables de nous citer la source. Donc ça prouve bien aussi qu'il y a un effet quand même cachot sur ce genre de choses. Moi, j'ai un tout petit mot à dire. C'est bien, parce que c'est ma spécificité de révéler des acteurs de changement qui correspondent à la vision d'Ashoka sur le changement systémique, de dire que les journalistes sont des acteurs de changement en puissance. Et ça, c'est fondamental de le rappeler. C'est pour ça que j'insiste vraiment sur la notion de co-responsabilité. Et que si on peut aider à
à révéler ce pouvoir d'agir, nous en serons tous les 4 ravis. C'est ce que je voulais souligner. Hein. Quand on parle de responsabilité, on pourrait même parler de civisme ou d'intérêt général. C'est une notion sur laquelle vous aimez vous exprimer tous les 3. Mais je pense que c'est important aussi de parler de cet effet boule de neige. Abdelali, vas-y, et après la parole dans la salle. En 30 secondes, de manière très pragmatique aussi. Je me rappelle d'un échange que j'ai eu avec un patron du CAC 40 et je vais vous donner pourquoi je vous dis ça, parce qu'en réalité, souvent on a envie de faire des actions très collectives. Mais est-ce que déjà individuellement on s'est posé la question de pourquoi nous le faisons? Et donc Nicolas Hieronymus, qui est le PDG de L'Oréal Monde, il y a très peu de temps, je lui dis écoute, viens, tu vas aller sur le terrain, tu vas aller comprendre ce qui se passe. Tu diriges une des boîtes les plus puissantes du CAC 40. Et ben en fait, moi, ce qui m'intéresse, c'est pas de travailler avec L'Oréal, c'est de parler avec toi, Nicolas, et de travailler avec toi, Nicolas. Nicolas, tu as des enfants? Oui. Qu'est-ce que tu vas laisser à tes enfants comme patrimoine? Patrimoine immatériel, encore une fois. Et en fait, c'est là où je lui dis, je ne vais pas te prendre au pied de la porte. Je vais te prendre au pied de l'immeuble, c'était aux Chênes Pointues, à Clichy-sous-Bois, pour lui dire, écoute, toi, tu dois engager ton entreprise, tes collaborateurs, mais l'ensemble des entreprises aujourd'hui sur ces enjeux sociaux. Bien sûr, il y a la question des médias, mais aussi la question aujourd'hui des acteurs économiques. Quelle responsabilité ils ont aujourd'hui? Et je pense que c'est aussi ça, c'est triangulaire. C'est les acteurs de terrain, les acteurs aujourd'hui de la télé, médias, mais aussi les acteurs économiques, étatiques. Tout le monde a sa part de responsabilité. Ce n'est pas juste nous, vous, c'est tous. C'est ensemble qu'on va le faire. Merci beaucoup. Et on a à votre disposition pour continuer la conversation ensemble. Et on est heureux, en tout cas, même en si peu de temps, d'avoir posé ainsi à la fois un débat, mais vous voyez aussi une volonté de co-construction, une volonté de parler de responsabilité, de civisme et également de service public d'une certaine manière. et d'engagement surtout. Ouais, ouais. Bonjour. Bonjour, ouais. Je m'appelle Mohamed, étudiant en 3e année passerelle à l'école ICP. Je voulais vous dire qu'on assiste à des médias qui utilisent massivement le biais de négativité pour attirer le lecteur. Et le pire, c'est que ça marche. Donc je voulais savoir comment faire pour que le lecteur et l'auditeur soient attirés tout en disant la réelle vérité de ce que sont les quartiers. Moi, pour répondre très clairement, j'éteins la télé. En tout cas, je ne l'allume pas. Pour justement éviter de parasiter mon esprit à cela. Après, comment? En fait, il faut rentrer dans le système, il faut comprendre le système. Et c'est ce que j'essaie de faire en impulsant tout un sujet de lobbying auprès des institutions pour faire changer tout cela et faire entendre d'autres messages qui sont les nôtres. Alors juste une petite chose, et c'est l'avantage, hein, on n'est pas toujours d'accord. Moi, j'adore la télé, j'adore la radio, j'adore les médias. Et c'est justement aussi pour ça que j'ai choisi de m'engager avec eux. Et je pense qu'on peut tous participer et co-construire et peut-être faire en sorte que les médias se construisent aujourd'hui d'une autre manière. Voilà. Mais effectivement, je comprends que la réalité, comme l'a dit Elsa, elle doit être montrée à 360 degrés. J'ai appris, moi, mon métier avec des gens. Toi, tu as parlé de Jean-Daniel, moi, je pourrais parler de Hervé Chabalier ou d'autres. Mais c'est vrai que observer, témoigner, c'est montrer le monde tel qu'il est, dans toute sa réalité, dans toute sa diversité. Et je pense que, Mohamed, vous êtes une partie prenante de ce changement et vous pouvez vous-même répondre à la question que vous avez posée justement à l'ICP en remontant des sujets différents peut-être auprès de vos professeurs et puis vous avez la force du nombre parce que j'imagine que vous avez plein de camarades de promo donc plus vous allez être nombreux comme ça à pousser plus il y aura un point de bascule à un moment donné qui infléchira aussi les rédactions parce que si vous êtes exigeant avec vos rédactions quand vous allez travailler forcément les rédactions changeront. Regardez le mouvement qui est en train de se mettre en place chez AgroParisTech ou même d'autres écoles. Il y a vraiment une force aussi de la jeunesse qui a envie d'entendre d'autres récits que ceux qu'on aura raconte tous les jours. D'autres questions ou d'autres réactions? Je sais pas, ça marche, ouais. J'avais une question, vous parliez un peu de proximité, en fait, pendant la crise. Ouais. Et est-ce que peut-être le discours qui est prononcé par certains médias, le problème, c'est qu'ils n'ont pas assez de proximité avec la vraie question du sens que vous disiez, sur les origines des sujets que vous pouvez parler en banlieue, etc. Est-ce que les grands médias n'arrivent pas à vraiment se connecter à ces origines, en fait? Ouais, je ne vais pas citer une marque, mais c'est un peu du drive, du drive de médias. C'est-à-dire que quand je dis c'est McDo, en fait, il faut arrêter de faire du McDo, il faut vraiment faire de l'agriculteur au consommateur. Et c'est ça votre travail aussi. Et donc pour ça, il faut aussi prendre le temps, ce qu'on appelle le thermomètre social, aller sur le terrain, parler aux gens, comprendre. Et ça va vous amener à faire remonter de l'information et faire changer aujourd'hui la question des médias.
Il y a une dame là-bas derrière. Voilà, si on peut faire parler des femmes aussi, c'est important. Plein de questions, c'est génial. Ouais, plein de mains qui se lèvent. Allez-y, bonjour, comment tu t'appelles? Bonjour, je suis Baya, étudiante en master de littérature, parcours journalisme à Sorbonne Université. Donc moi j'avais une question par rapport aux dispositifs qui vous sont confiés, notamment du gouvernement. Qu'en est-il? Est-ce que vous avez plus de moyens aujourd'hui? Parce que c'est des questions, des problématiques qui sont d'utilité publique. C'est pour toi, Damien. Du gouvernement pour aborder cette question-là? Ah ben, c'est une super bonne question. Répondre, mais non. Disons que le dialogue stratégique sur le sujet est parfois un peu complexe. Je ne pourrais pas vous répondre objectivement à cette question. Ce qui est certain, c'est que si vous parlez de l'action de structures comme celle d'Ashoka ou de la France Engage, c'est-à-dire de ces structures qui sont là pour aider des Françaises et des Français qui s'engagent au quotidien et qui, à l'échelle locale, comme Abdelali l'a fait, proposent des solutions concrètes qui répondent à des besoins sociaux majeurs qui sont peu ou mal couverts. C'est tout aussi difficile pour l'administration de se saisir du sujet que parfois les médias. Et c'est vrai que ce qui est important, et là où la question est importante, c'est que la question de l'invisibilité, ce n'est pas uniquement celle des médias. Les médias sont aussi nos révélateurs, ils nous ressemblent aussi, et que c'est une responsabilité qui est aussi celle à la fois de l'État et du monde politique aussi, et c'est important quand même de le rappeler. On va devoir conclure. Encore je suis une désolée. question. Abdelhadi, il a réussi à négocier encore une question. Ouais, il a négocié une question. Il est fort, il est fort. Et après, conclusion, désolé. Donc bonjour à tous, je m'appelle Mike, je suis en deuxième année à l'ICP. En fait, tout à l'heure, on disait que être visible, c'était porteur d'espoir. Qu'est-ce qu'on répond à des gens qui nous disent ça sert à rien d'aller dans le journalisme parce que c'est pas pour les gens comme toi. Regarde, il y a aucune personne comme toi dans les grands médias. Qu'est-ce qu'on leur répond à ces gens-là, puisqu'ils n'ont pas totalement tort? Soit tu peux répondre une grosse insulte, soit sinon tu dis j'y vais, j'agis, je m'engage. Ouais, et je peux t'assurer que nous avons voulu aujourd'hui ouvrir un début de parole qui va continuer, qui va se poursuivre. Nous sommes 4, mais en fait nous sommes très nombreux. Nous représentons un collectif. Et comme j'ai cru comprendre qu'il y avait beaucoup de journalistes dans la salle, n'hésitez pas aussi à regarder quels sont les porteurs de projets, les porteurs de solutions et les porteurs d'idées aussi, et d'idées démocratiques d'Ashoka, de Banlieue Santé, de la Fondation La France S'engage. Et puis, je vous le rappelle, on a envie de créer un guide des experts, comme à l'époque il y a eu un guide des experts pour qu'il y ait plus de femmes dans les médias. Ça a marché. Il y a désormais un petit peu plus de femmes dans les médias. Eh bien, nous appelons à plus de diversité à tous les niveaux, plus de diversité dans les médias. Et c'est vraiment un appel démocratique que l'on lance aujourd'hui. Et je pense qu'on peut le faire peut-être avec l'ICP. Si tu veux, ça peut être un super projet de fin d'études que de le faire avec des étudiants en journalisme pour vous qualifier votre besoin et avoir ce guide au plus près. Ouais. Merci beaucoup. Merci de votre accueil, Média en scène. Elsa, Abdel, un mot. Elle est coupée, ouais. J'en profite juste, restez juste 2 petites secondes, je prêche un peu pour ma paroisse, mais il y a eu beaucoup de jeunes gens qui ont levé la main en disant que soit vous étiez en école de journalisme, mais peut-être qu'il y a aussi des jeunes gens qui voudraient faire des écoles de journalisme. Je vous parle en 2 secondes d'une prépa gratuite qui s'appelle La Chance, qui est une prépa qui existe depuis 15 ans, dans laquelle je suis moi-même intervenant et bénévole. C'est une préparation au concours des grandes écoles, des écoles de journalisme, gratuite pour élèves boursiers. Alors là, la promo de cette année est déjà remplie. Il y en a également dans toute la France. Mais en gros, le principe est très simple, c'est de favoriser plus de diversité sociale dans les rédactions pour plusieurs raisons, et notamment aussi pour plus de diversité de sujets, et qu'il y ait plus de diversité dans les rédactions. Et donc, si vous êtes intéressé par passer concours, allez sur le site internet et allez regarder, parce que pour l'année prochaine, ça peut être aussi une aide. En gros, c'est 1 an d'accompagnement gratuit, et le taux de réussite pour les examens est de 60%, donc c'est vraiment très élevé. Merci Isabelle.